Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je viens de me rendre compte que quand j'ai dit bonjour à tous, j'ai craché un postillon sur, sur mon ordinateur. Et en ces temps de coronavirus, c'est pas Heureusement que je suis cool. à distance, hein. Heureusement qu'on est à distance, qu'on fasse à distance. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis encore avec Vassilis. Anthony, en ce moment, est très débordé, mais on va reprendre aussi des podcasts avec lui où vous pourrez poser aussi d'autres questions plus larges. Encore une fois, avec Vassilis, on rentre vraiment dans les détails du détail de chaque sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder les fibres. Voilà, grande question. C'est vrai qu'aujourd'hui, les fibres, c'est quelque chose qu'on recommande énormément dans le milieu de la nutrition et dans le milieu de la santé. On entend tout le temps qu'il faut manger beaucoup de fibres. Et ben, on va essayer d'en tirer au clair avec Vassilis, voir s'il y a réellement un intérêt à consommer beaucoup de fibres. Peut-être choisir quelle fibre il faut manger. Peut-être voir s'il n'y en a pas certaines qu'il faut peut-être limiter. Voilà, parce qu'on peut se rendre compte quand même que quand on consomme énormément de fibres, on risque d'être peut-être plus ballonné, d'avoir plus de gaz. Et ça, c'est pas du tout quelque chose d'agréable. Et finalement, est-ce que ces ballonnements et ces gaz ne sont pas le signe d'un problème? Voilà, et on va essayer de débattre là-dessus, d'y voir un peu plus clair. Donc, euh, Ouais, c'est donc pour voilà. ça on parle de fibres de manière globale, mais on a eu des questions sur la digestion, sur l'intestin, etc. Donc, ce sera fibres, digestion, intestin, probiotiques, un petit peu tout ce qui concerne Ouais. ce sujet-là. Très vaste sujet, passionnant aussi, parce que ben, tout le monde y va un peu de son analyse et de son savoir ou autre. Et voilà, encore une fois, je pense qu'il faut, pour ces genres de sujets, je pense qu'il est important aussi d'écouter son corps, chose que assez peu de personnes font. Mais écouter son corps, qu'on est par exemple ballonné ou qu'on a vraiment beaucoup de gaz, il y a peut-être aussi un souci derrière. Donc c'est aussi intéressant de voir si la consommation de fibres peut poser aussi un problème ou pas. On va voir tout ça ensemble. Donc, sur Instagram, j'ai posté un sticker de questions. Vous avez été encore une fois très nombreux à poser beaucoup de questions. Donc, c'est super. Donc, on a essayé de faire une synthèse. Vassili, ça fait un peu une synthèse de toutes les questions. Et on va essayer d'y répondre une par une. Donc, voilà. Donc, souvent, voilà, on associe les fibres à la santé. C'est vrai, hein, ce qui ressort beaucoup. Et on va essayer d'y voir plus clair. Alors, première question, ça te va? On y va? Ouais, ouais, je suis prêt. Alors, est-ce qu'une mauvaise digestion ou une faible production d'acide gastrique, euh, quelle, quelle peut en être la cause? Ok. Donc là, ce qui est important de comprendre, je, ces derniers temps, il y a un gros focus sur tout ce qui est digestion, intestin, etc. Parce que c'est clair que c'était un domaine qui était mis un petit peu de côté, qu'on commence un petit peu à redécouvrir, mais je pense qu'il y a trop de focus sur soigner les symptômes. Donc, c'est-à-dire, voilà, vous avez une mauvaise digestion, on va vous donner tel probiotique, on va vous donner telle enzyme. euh, et je pense que c'est problématique. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que la digestion, elle commence, on parle souvent de la digestion commence par la bouche ou ce genre de, avec la salive, etc. Mais en fait, la digestion commence en réalité avec le système nerveux central. Donc, en gros, on va avoir un stimulus, que ce soit une odeur, que ce soit la vue d'un aliment, que ce soit parfois un son, qui va augmenter un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine, qui va déclencher la production de salive. Et donc, en fait, tout ce mécanisme, c'est le système nerveux parasympathique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez connu. On dit souvent le système nerveux parasympathique, c'est le repos et la digestion. Et le système nerveux sympathique, c'est fight or flight, se battre ou s'enfuir. Donc, tout ce qui est lié avec l'adrénaline, les réactions de stress, etc. Et donc, si on arrive à avoir cette bonne production de salive via l'acétylcholine, etc., on va avoir un cercle vertueux de digestion avec notamment euh, des enzymes qui seront produites avec une bonne fonction thyroïdienne, etc. Mais par contre, si on est sur cet excès de système nerveux sympathique, tout le système de digestion va être un petit peu compromis parce que dès la production de la salive, il va y avoir un problème. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les personnes, par exemple, en hypothyroïdie. Euh, il y a une production moindre de salive, il y a une production moindre d'acide gastrique. Et tout ça, en fait, est lié à la production d'énergie, une production efficiente d'énergie. Donc, en fait, c'est bien de prendre telle enzyme, etc. Mais si on n'a pas réglé le problème à la base, c'est problématique. Donc, à court terme, on peut dire,
oui, c'est important de produire suffisamment d'acide gastrique parce que notamment, si on avale de la viande, par exemple, qui n'est plus bonne, l'acide gastrique permet de mettre à néant les pathogènes. Donc, à court terme, on peut faire certaines choses qui permettent d'augmenter un petit peu la production d'acide gastrique, mais il faut penser que il faut vraiment regarder aux causes sous-jacentes. Et à court terme, on peut regarder, par exemple, au café, on peut regarder à peut-être augmenter sa consommation de sel, parce que le sel, c'est le sel de table, simplement du chlorure de sodium, et l'acide gastrique, l'acide chlorhydrique. Donc, en fait, le chlorure peut être utilisé pour faire de l'acide chlorhydrique. Donc, tout ça, toutes les solutions que je donne là, c'est vraiment à court terme, mais il faut voir après si on arrive à produire de l'énergie de manière efficiente. D'ailleurs, tu me fais penser au sel. Je pense qu'on va faire un podcast spécial sur le sel. Donc, on va faire un podcast spécial sur tout. Non, mais parce que sur Sucre, le sel, sel, c'est c'est aussi, important. c'est aussi un des, j'allais dire un des aliments, mais un des sels minéraux les plus controversés aussi, hein. Tu as tout le monde qui dit attention le sel, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les campagnes de santé te disent attention, ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, etc. Donc le sel fait partie vraiment des domaines où il y a beaucoup à dire, je pense. Ouais, et par rapport au sel, donc on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un super article qui a été fait par quelqu'un qui est un petit peu un pro low carb, mais sur le côté sel, il a été super bon. Donc, c'est Gary Taubes, je ne sais pas si tu connais, Oui, oui, ouais, je vois et très qui bien. a fait un super article sur le sel, donc on peut le recommander sans souci. Ok, super. D'ailleurs, pour revenir, que la salive et tout ça commence déjà par la vision ou l'odeur, etc. Moi, je vois mon chien, quand il voit quelque chose sur la table, Ouais. voilà, il commence à baver. On sent qu'il y a une production de salive alors que c'est même pas encore dans la bouche, quoi. Ouais, Et ben, c'est le réflexe de Pavlov, hein. On peut, avec le son et puis la production de salive, etc. donc, ça me fait penser à ça. Ok, deuxième question. Ah, on va parler parce que c'est vrai qu'il y a différents types de fibres, notamment les fibres solubles et insolubles. Ok. Et est-ce qu'il y a un intérêt à les différencier déjà? Et faut-il favoriser l'un ou l'autre? Ok, donc dans la vision un peu mainstream, on dit qu'il faut plutôt favoriser les fibres solubles parce qu'elles vont fermenter dans l'intestin et nourrir, elles vont avoir un effet un petit peu prébiotique, donc nourrir un petit peu tout ce qui est bactéries. Et les fibres insolubles vont plutôt avoir un effet d'accélérer un petit peu le transit et elles vont être un petit peu indigestes. Mais je pense que de manière pratique, c'est pas une bonne idée de dire aux gens, voilà, tu devrais éviter les fibres insolubles, tu devrais éviter les fibres solubles parce que concrètement, les aliments contiennent les deux. Donc, c'est difficile de… Même la fibre qu'on a tendance à recommander dans la fibre de carotte, ça va être 70% de fibres insolubles, mais tu vas avoir quand même une petite partie de fibres solubles. Donc, on ne peut pas dire, voilà, il faut éviter telle fibre et éviter telle fibre parce que ça ne va pas aider les gens. Et c'est clair que si on prend les fibres, ces fibres-là de manière individuelle. Donc moi, je ne suis pas trop du côté, il faut faire fermenter à mort la flore intestinale, mais ça, on le verra après. Mais si on prend ces fibres de manière individuelle, donc hors aliment, on va prendre par exemple le son de blé, par exemple, Avoine, blé, ouais. voilà, qui sont des fibres insolubles, qui sont des fibres Oui, indigestes. qui ont été beaucoup à la mode par le régime du camp, Ouais. qui, lui, voilà, préconisait de prendre tous les jours ces 30 grammes de son d'avoine ou de blé. Et Mhm. ça faisait partie intégrante du régime. Ouais. Donc on a là les fibres insolubles. Et puis, on prend les fibres solubles, par exemple, issues de la carragénane, qui est une algue. Et donc, ça, ce sont un type de fibre qui va plutôt fermenter. Et là, clairement, probablement que les fibres issues du son de blé ou autres seront moins problématiques. Parce qu'on a clairement des données au niveau de la carragénane qui montrent une augmentation de l'intolérance au glucose, même certaines choses en relation avec les maladies neurodégénératives, etc. Et le problème, c'est que les industriels le mettaient partout. Et quand il a commencé à avoir des données en rapport avec cette carragénane,
Ils ont remplacé ça par un autre type de fibre insoluble, les gommes en général, en fait. Donc, Ouais. gomme de guar, gomme de xanthane, d'acacia, ce genre de choses. Il faut d'ailleurs Et expliquer, pourquoi les industriels mettent ça. C'est que ça permet souvent de mettre ou plus de volume ou plus de texture. Hein, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un épaississant, un émulsifiant. c'est ça. Et en fait, clairement, ça pose probablement autant de problèmes, sauf qu'on n'a pas assez de recul pour le dire et on n'a pas assez de données pour le dire. Et voilà, je parle de ça. Et puis, il y a souvent, on me dit, oui, mais il y a, par exemple, un truc qui est beaucoup à la mode en ce moment, c'est le café au collagène. Donc, c'est du café auquel on met du collagène, mais on a rajouté une gomme pour voilà, le côté émulsifiant, stabilisant, épaississant. Et on me dit souvent, quand je dis, bon, il faut faire attention parce qu'il y a clairement des données qui mettent en avant certains aspects nocifs de ces gommes. On dit, oui, mais c'est en toute petite quantité. Mais la petite quantité, ça ne veut rien dire parce que ça dépend toujours d'une substance. Donc, 1 mg d'une telle substance peut être nocif, comme 10 grammes d'une autre substance peut être vraiment inoffensif. Donc, ça dépend vraiment. Et je me rappelle, je pense que c'était il y a 6 ou 7 ans, je faisais beaucoup ce qu'on appelle les protéines fluff. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, ça. Redis-moi ce que c'est Les déjà. protéines fluff, c'est concrètement quelque chose que tu mets une scoop de protéines, tu mets une gomme, tu Ah mets, oui, tu mets un liquide et tu mixes avec un batteur. Et ça va gonfler. je l'ai eu Et fait ça. il y a vraiment quelque chose qui est énorme Ouais, et c'est très utile en déficit calorique. Et je me rappelle que on dit souvent, voilà, les fibres solubles ont tendance à ralentir la digestion, etc. Et je me rappelle que j'avais mal au ventre et idem. j'avais souvent mal à la tête, etc. Et je ne comprenais pas trop quel était le rapport. Et voilà, maintenant, on en parlera après, mais Ouais. J'ai eu les mêmes, c'était pas le hasard. j'ai eu les mêmes soucis et d'ailleurs je pouvais pas faire ça souvent parce que ça me rendait quasiment malade quasiment, tu vois. Donc, Voilà, d'ailleurs j'ai eu le même souci avec le psyllium, on en parlera aussi après. ouais. Ouais. J'ai eu à peu près les mêmes symptômes aussi. Donc, Mais le c'est psyllium, ouais, on en reparlera, donc on va voilà, pas aller après, trop dans les faut détails arrêter. maintenant. C'est exactement ça. Donc, il faut pas, c'est chose qu'il faut vraiment pas abuser en fait. Donc concrètement, moi j'ai tendance plutôt à dire d'un point de vue concret, il ne faut pas trop se prendre la tête parce que les aliments contiennent les deux, mais si on doit se dire, voilà, probablement que isoler telle fibre et telle fibre, les fibres solubles vont plutôt causer plus de problèmes. Mais il n'y a pas que les fibres dans un aliment, donc il faut toujours se dire ça aussi. Donc on prend un riz complet. Un riz complet, c'est majoritairement des fibres insolubles, donc des genres de fibres qui peuvent potentiellement moins fermenter, etc. Mais il y a aussi pas mal d'antinutriments, des choses qui peuvent irriter la barrière intestinale. Donc, l'un dans l'autre, il faut toujours voir les choses de manière globale parce qu'on n'isole pas la fibre en elle-même. Oui, bien sûr. Ok. Alors, ah, est-ce qu'un trop plein de fibres peut être mauvais pour le métabolisme ou la santé? OK. Puisque c'est la mode d'en consommer énormément, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a pas une limite à pas trop dépasser parce que est-ce que ça peut être mauvais ou pour le métabolisme ou pour la santé? OK. Donc, là, c'est un sujet vaste. Donc, je vais essayer de pas trop partir dans tous les sens. Et Christophe, si je ne suis pas très clair, n'hésite pas à après résumer. Je Euh, suis très net. donc, en fait, j'ai parlé tout à l'heure des fibres solubles qui pouvaient faire fermenter les bactéries. Donc, elles peuvent faire fermenter ce qu'on appelle les bonnes et les mauvaises bactéries. Elles peuvent augmenter, faire proliférer ce qu'on appelle les bactéries à gram négatif, qui produisent ce qu'on appelle des endotoxines. Mais globalement, même les fibres insolubles en excès augmentent probablement aussi les endotoxines. Donc, ce n'est pas juste les fibres solubles sont peut-être un petit peu plus Est-ce que problématiques, juste mais avant, tu peux peut-être rappeler ce qui est des endotoxines, parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. ouais, en fait, ce sont des toxines qui sont produites par ces bactéries et qui, on va le voir Dans la juste après, qui peuvent créer pas mal de problèmes de santé. Donc, je parle de fibres solubles parce qu'elles peuvent potentiellement créer plus, sur le papier, plus d'endotoxines,
Mais globalement, l'irritation intestinale créée de tous ces médiateurs, des endotoxines, mais aussi la sérotonine, l'histamine. Et en fait, toutes ces substances vont augmenter la perméabilité intestinale. Donc, ce qui va faire que ces substances pourront passer dans la circulation sanguine. Et de là, c'est là que les problèmes vont commencer, c'est-à-dire que particulièrement les endotoxines peuvent créer de l'inflammation en général, donc c'est-à-dire augmenter la résistance à l'insuline, augmenter la résistance à la leptine. Et elles peuvent aussi passer la barrière hémato-encéphalique parce qu'en fait, elles la rendent plus perméable. Donc, c'est une barrière qui fait un petit peu, qui fait la barrière entre le sang et puis le cerveau. Et par exemple, sur le cas des endotoxines, on parle souvent dans la maladie d'Alzheimer du bêta-amyloïde. Et en fait, c'est un peptide antimicrobien et on le montre souvent comme marqueur de la maladie d'Alzheimer. Mais en fait, ce peptide antimicrobien, il est en réponse à des choses comme les endotoxines. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention par rapport à tous ces mécanismes parce que ce n'est pas juste au niveau intestinal que ça se passe, c'est au niveau de la résistance à l'insuline, au niveau de la résistance à la leptine, au niveau des maladies neurodégénératives, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a consommé un peu trop de riz complet que ça va arriver, mais c'est un ensemble de choses qui peut faire que ça crée des problèmes. Et j'ai parlé de la sérotonine. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça mérite aussi un podcast complet. Mais elle est souvent vue comme l'hormone du bonheur. Bon, déjà, ce n'est pas une hormone, c'est plutôt un neurotransmetteur qui agit un petit peu dans la régulation de l'énergie en situation de stress. Et Rémi Masson a fait un excellent travail pour déconstruire un petit peu l'idée que la sérotonine est l'hormone du bonheur et peut créer aussi pas mal de problèmes. Et on parle souvent que la sérotonine ne peut passer la barrière hémato-encéphalique, mais dans ces réactions de stress, la barrière hémato-encéphalique est plus perméable. Donc, voilà, tous ces médiateurs créent des problèmes à différents niveaux et pas qu'au niveau intestinal. Alors, tu sais que moi, j'aime le concret. Quelles seraient les choses utiles à faire pour limiter justement tout ce qui est endotoxine et autres? On parle souvent de la salade de carottes, la carotte crue. Tu Alors, peux en dire plus peut-être sur la carotte ou d'autres méthodologies peut-être pour limiter les endotoxines? en fait, tout ce qui aura tendance à ralentir la digestion va potentiellement créer un peu plus d'endotoxines parce que tous les aliments vont un petit peu plus fermenter. Ça crée Donc, polémique d'ailleurs, ça crée pas mal de polémique. C'est-à-dire ouais, que souvent, il y a un peu deux groupes qui s'affrontent en ce moment. C'est ceux qui veulent absolument ralentir la digestion et ceux qui disent, bah, peut-être un peu plus comme nous, qui disent non, mais finalement, pourquoi vouloir ralentir autant la digestion puisque ça risque de poser problème. Donc c'est vrai qu'il y a deux camps qui s'opposent, deux points de vue qui s'opposent. Donc c'est difficile et je peux comprendre les gens que c'est difficile de se retrouver là-dedans et de se dire mais attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai à tout prix à ralentir par des fibres, par du gras ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'au contraire, je facilite la digestion parce que finalement, ça crée peut-être plus de mal que de bien. Tu vois, les gens sont ouais. perdus par rapport à ça. Donc, les conseils principaux que je donnerais, c'est essayer de pas trop freiner sa digestion et garder des aliments suffisamment digestes. Euh, Peut-être si on est un petit peu sensible à ce niveau-là, peut-être faire attention aux graisses saturées qui ont tendance à augmenter l'absorption des endotoxines au niveau intestinal. Donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu le problème des graisses saturées. Donc, je ne mets pas l'huile de coco dedans parce qu'elle a un petit peu l'effet inverse, mais toutes les autres graisses saturées. Et voilà, globalement, je dirais Je vais favoriser. rebondir. Ouais, Et, et, je vais rebondir. et Vas-y. je vais rajouter quelque chose, c'est l'amidon peut être problématique chez certains, particulièrement l'amidon résistant. Donc, l'amidon résistant, c'est par exemple, tu cuis des pommes de terre et puis tu la remets au frigo, tu vas avoir une sorte d'amidon résistant. Et Dans l'orge aussi, je crois. Et dans l'orge, il y a beaucoup d'amidons résistants, je crois. Dans l'orge c'est aussi. possible. Ouais. Et c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que tu vas ralentir un petit peu la digestion, c'est sûr, puisque tu vas ralentir la glycémie de ton repas en faisant ça. Mais
tu risques aussi de créer plus de problèmes par rapport aux endotoxines. Donc, c'est à double tranchant. Par exemple, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc, je pense que il faut quand même aussi, tu l'as dit, il faut quand même écouter son corps. C'est-à-dire que si tu manges de l'amidon résistant et puis que ta digestion est assez rapide, que tu n'es pas ballonné, que tu n'as pas de gaz, je pense que tu peux continuer à en prendre sans problème. C'est intéressant aussi ce que tu dis d'écouter son corps parce que moi, je le vois directement avec moi. C'est vrai que plus je vais manger, par exemple, de céréales ou d'amidon, entre guillemets, comparé à des fruits, par exemple, avec des fruits, si c'est des fruits évidemment bien mûrs, qui sont pas verts, évidemment, où j'ai enlevé la peau et tout ça, j'ai jamais de problème de digestion alors que j'en ai peut-être plus quand je mange beaucoup plus d'amidon, beaucoup plus de céréales. Et là, je sens que la digestion, elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai, encore une fois, qu'est-ce qu'on nous conseille? Manger absolument des féculents, manger absolument tout ce qui contient de l'amidon, parce que ça se diffuse lentement, parce que. Mais au final, on se rend compte que ça nous rend plus patraque, plus avec des coups de barre, plus des montées de. Moi, je vois souvent que quand on mange beaucoup de céréales ou d'amidon, j'ai plus un coup de barre que quand je mange des fruits. Alors qu'en théorie, ça devrait être. Enfin, on va dire, les instances de santé, on te dit, ah ben non, tu comprends, pour l'insuline, pour le diabète, les Ouais, sucres simples, entre guillemets, il faut les limiter. Et au contraire, il faut prendre des sucres lents, entre ouais, guillemets, sucres lents. Voilà. Mais c'est vrai que concrètement, on voit bien que c'est pas ça en fait. C'est presque l'inverse qui se passe. ouais. Donc, euh, concrètement, moi, je pense que essayer de garder un transit assez rapide en mangeant des aliments digestes, peut-être quelques fibres issues, par exemple, de la carotte qui est majoritairement insoluble. Et encore, c'est-à-dire que chez certaines personnes, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des variétés interindividuelles au niveau des effets de la carotte. Par exemple, il y a certains qui sont quand même ballonnés avec cette fibre qui probablement, peut-être à cause des 30% de fibres solubles. Je ne sais pas exactement. Donc, je pense clairement qu'il faut écouter son corps. Pour ma part, moi aussi, quand je consomme trop de carottes, je suis aussi un petit peu ballonné. Donc, voilà, il faut un petit peu voir au cas par cas. Ouais. Et Tester, comparer, voilà. l'idée, c'est de garder la digestion suffisamment rapide et ne pas avoir trop de gaz. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que et je reviens encore sur ce point, mais parce qu'on risque aussi de beaucoup nous attaquer là-dessus, hein, enfin, nous attaquer, ou du moins débattre là-dessus, sur le fait que beaucoup suggèrent plutôt d'avoir une décision lente, et notre point de vue, notre vision à nous, c'est plutôt l'inverse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est important de souligner. Alors, question suivante. Que penser des probiotiques? Alors ça, c'est aussi ces choses qui est énormément à la mode. On le voit beaucoup en complément alimentaire. Moi, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec ou Eric Mallet ou même avec toi, que je consulte beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose que pour l'instant, je ne souhaite pas sortir parce que pour moi, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Et est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur les probiotiques? Ok. En fait, tout ce qui est flore intestinale, c'est un milieu qu'on a exploré donc assez récemment, qui est assez jeune. Et en concernant les probiotiques, ça part du principe qu'on aurait des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Et c'est clair que certaines, entre guillemets, mauvaises bactéries, on en a. Donc, on a par exemple le E. coli et ce genre de choses. Et c'est clair que ces bactéries-là sont nocives. Et puis, il y a des autres bactéries qui sont probablement plus bénéfiques, qui produisent notamment la vitamine K aussi. On peut parler des lactobacillus, ce genre de trucs. Et le problème, c'est que on ne sait pas vraiment si plus égale à mieux, comme tout. Si on a plus de bonnes bactéries, c'est égal à mieux. Euh, concrètement, dans les études, on sait que les probiotiques, par exemple, sont efficaces pour traiter la diarrhée. Donc, voilà, si tu as une diarrhée de quelques jours, peut-être que ça va être intéressant de prendre des probiotiques. En prendre de manière chronique, je ne sais pas. Euh, Tu vois, là, dans la littérature, ils ont été un petit peu décevants pour traiter des choses comme les colites, pour les maladies de Crohn, ce genre de choses. Et il y a aussi certaines données qui mettent en avant des problèmes au niveau des maladies auto-immunes. En fait, on ne sait pas suffisamment de choses pour dire, voilà, il faudrait tel probiotique pour telle personne, etc. Et ce serait vraiment compliqué, je pense, et ce serait vraiment à individualiser. Donc, ce serait
très, très compliqué. Donc, moi, je pense vraiment qu'on devrait essayer de limiter la quantité de, entre guillemets, mauvaises bactéries, de bactéries à grammes négatifs, comme on dit, qui produisent des endotoxines, et laisser la flore se faire un petit peu d'elle-même, sans trop faire proliférer la chose. Il y a aussi un problème, c'est que les probiotiques sont normalement censés s'implanter dans le côlon, et quand la digestion est très ralentie, ils peuvent s'implanter dans l'intestin grêle et créer des problèmes aussi. Ok, donc c'est pas forcément le truc qu'on recommande en premier, quoi. C'est pas le truc que en tout cas, dans l'état actuel des choses, peut-être que tu vois, tu m'interrogeras dans 5 ans, je te dirai, ben voilà, peut-être que tel probiotique peut être intéressant. Et puis, c'est le problème, c'est que dans les commentaires, on va avoir, ouais, vous changez toujours d'avis. Ok, mais là, pour le moment, j'ai cet avis-là parce que les données qui sont devant moi me font penser ça. Et dans 5 ans, peut-être que je penserai autre chose. Ouais, et puis voilà, je le dis 20 fois par podcast, mais encore une fois, la nutrition est une science très jeune. Et il ne faut pas l'oublier, elle a 50 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez jeune, quoi. Avant, on avait vu vraiment des balbutiements. Et donc, c'est un truc à 50, 60 ans, mais avec au départ des expériences peut-être qui n'étaient pas aussi pointues que maintenant. Et c'est pour ça que ça évolue et on comprend des choses qu'on ne comprenait peut-être pas avant. Des fois, on se trompait d'ennemis et on pensait que c'était ça, comme le cholestérol, ou autre, on pense au sucre, attention, le sucre c'est méchant même encore, mais en fait, peut-être qu'on se trompe réellement d'ennemis, quoi. Et le problème, ben voilà, ça évolue, on essaie de comprendre, on essaie aussi de voir sur nous, sur des clients ou autres, et on se rend compte que ben, c'est pas si évident que ça. Et Ouais. je peux comprendre que ça perturbe les gens et dit ouais, mais vous dites toujours le contraire, vous êtes toujours dans le buzz et tout ça, mais en fait, on cherche pas à être dans le buzz, en fait, on cherche d'avoir le plus de vérité possible, en fait. Voilà. Voilà. C'est juste ça. Question suivante. Est-ce que les céréales complètes sont problématiques pour les antinutriments et les fibres? On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais rentrer Ok, plus dans le détail. donc comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le riz complet, on prend le riz complet par exemple, c'est principalement des fibres insolubles, donc quelque chose qui est potentiellement moins susceptible de fermenter, de causer cette réaction liée aux endotoxines, la sérotonine, l'histamine, etc. Mais comme j'ai dit aussi, il n'y a pas que des fibres dans un aliment. Et par exemple, on a le côté antinutriments. Euh, alors, on a dans le riz complet, on peut parler de l'acide phytique, on peut parler des lectines. Alors, on peut réduire ces antinutriments, notamment avec certaines préparations. Donc, on peut parler du trempage, de la germination, mais on n'arrivera jamais à zéro. Donc, je pense que c'est 70%, 70%, pardon, de l'acide phytique qui est réduit avec avec la germination. Et les lectines, je ne pense pas qu'elles soient modifiées dans le riz complet, du moins. Je Je fais pense que… je fais une petite dégression par rapport à l'acide phytique, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous balancent à chaque fois des études sur l'acide phytique, comme quoi ça aurait un effet anti-cancer, ou enfin, ce ne serait pas si négatif que ça pour la santé. Tu as des données par rapport à ça ou par rapport à l'acide phytique? Alors déjà, des antinutriments, il faut savoir qu'il y en a de tout type, hein. On parle d'acide phytique parce que c'est une chose qui revient assez souvent, mais il y a les lectines, il y a les oxalates, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Enfin, c'est hyper large, vous ne vous rendez même Ouais, pas compte. ouais, c'est ça. La pomine, c'est très très large, hein. Il y en a Ouais. beaucoup, hein. Mais c'est vrai qu'on revient tout le temps sur l'acide phytique, mais est-ce que toi, tu as plus de données sur l'acide phytique, par exemple? Non, j'ai lu récemment un article de Stéphane Gayennet qui disait qu'il déconseillait l'acide phytique et puis qu'il avait un petit peu changé d'avis parce qu'il ne trouvait pas que c'était une préoccupation majeure dans l'état actuel des choses. Et il a raison, c'est-à-dire que probablement que aux États-Unis, c'est pas l'acide phytique le problème majeur, c'est la bouffe industrielle et puis l'inactivité, etc. Et ça, c'est sûr. Et je suis plus ou moins d'accord avec ça. Maintenant, dans ces podcasts, on essaye toujours de parler de manière optimale. Et en fait, ces substances un peu anti-cancer, tu peux en trouver partout. C'est-à-dire telle substance est anti-cancer, telle substance du brocoli est anti-cancer, mais c'est toujours oublier les choses de manière globale. Donc, est-ce que tu as un petit effet anti-cancer qui a été fait quoi, in vitro ou je ne sais pas quoi? Et puis, c'est quelque chose qui peut carrément compromettre ton métabolisme. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, Parce que c'est c'est ça, tout. parce que
souvent, par exemple, on entendait, oui, alors, le brocoli ou les crucifères, il vaut mieux les manger crus pour avoir cet effet anti-cancer, mais en même temps, si vous les mangez crus, vous avez un effet goitrogène, c'est-à-dire qui va Exactement. littéralement, à terme, et si vous en mangez beaucoup, niquer votre thyroïde et votre métabolisme. Donc, c'est toujours bénéfice-risque, et il faut toujours faire attention à ça, parce que le Voilà, problème, il c'est est là. ça. C'est ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce serait pas ma préoccupation. Si je dois revoir l'alimentation de quelqu'un, je lui dis pas, voilà, c'est l'acide phytique absolument le premier ennemi, etc. Mais c'est des choses qui peuvent un peu irriter la barrière intestinale, tous ces antinutriments. Donc, c'est encore une fois à voir de manière individuelle. Je pense que si on prépare bien les céréales, moi j'aime bien beaucoup les lentilles, par exemple. Je trouve que c'est un très bon aliment d'un point de vue bénéfice et inconvénient. Et pourtant, il y a quand même des antinutriments, mais tu les prépares bien et puis ça réduit pas mal les inconvénients. Voilà, Donc, les faire tremper toute une nuit, enlever l'eau, les rincer, les faire cuire voilà, vraiment longtemps pour limiter un maximum les antinutriments voilà. et avoir une bonne digestion. Parce que c'est vrai que des lentilles qui sont mal digérées, ben, vous les ressortez telles quelles par les selles, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Et bon, donc, je pense que ça dépend de la personne, ça dépend de la globalité de la chose. C'est-à-dire, si c'est un bodybuilder qui mange 4000 calories et puis qui mange tous ses glucides issus de riz complet, je pense ouais. clairement que ça peut poser problème, même si c'est germé ou n'importe quoi. Donc, toujours avoir la quantité de fibres qu'il y a ailleurs. Il faut toujours se dire, est-ce que ça vaut la peine d'avoir ces antinutriments parce que c'est peut-être quelque chose où je ne pourrais pas avoir un meilleur aliment qui va m'apporter des fibres en plus. Puis on parlait du riz aussi. Quel est l'intérêt entre le riz blanc et le riz complet? Si vous choisissez le riz complet, pourquoi vous le choisissez? Alors beaucoup vont dire oui, c'est parce qu'il y a peut-être plus de minéraux, il y a plus de fibres, il y a peut-être un Gén- effet plus rassasiant. Bon, ça, c'est à démontrer. Mais voilà, il y a plein d'argumentaires comme ça par rapport aux céréales complètes, par rapport à celles qui sont raffinées. ouais, donc généralement, il y a deux arguments qui sont mis en avant. C'est le côté minéraux et puis si on ne les prépare pas, on risque pas d'en absorber beaucoup et au contraire, on risque peut-être de dépléter ses propres réserves. Et puis, il y a l'indice glycémique qui, l'un dans l'autre, avec un repas, ça risque pas de changer grand-chose. Donc, je dirais, il faut voir dans l'ensemble. Il ne faut pas se dire que l'un est forcément meilleur que l'autre. Il ne faut pas non plus diaboliser le riz blanc parce qu'il y a moins de fibres ou parce qu'il y a un indice glycémique trop élevé. Et c'est tout. Il faut juste se dire que ce n'est pas quelque chose qui est forcément optimal de manger du riz complet, mais ça peut aussi ne pas poser de problème en quantité peut-être adaptée. Ok. Je vais rebondir aussi du coup sur les céréales parce que souvent on entend dire que quand on veut mincir, par exemple, il vaut mieux prendre des céréales complètes que blanches. Ouais. Alors, je pense que c'est la question suivante, non? Oui, en plus. C'est Voilà. pour ça que j'ai eu la transition là. Alors, probablement que tu vas avoir un meilleur effet sur la satiété. Aussi, tu risques de mâcher un petit peu plus déjà. Rien qu'avec le riz complet, tu vas mâcher un petit peu plus. Tu vas avoir un petit peu plus avec les fibres d'effet sur la satiété. Maintenant, c'est encore à voir. C'est-à-dire que si après ton repas, tu es ballonné, tu te mets dans le canapé parce que tu as mal au ventre et puis tu fais que péter, au lieu si tu avais pris ton riz blanc et puis que tu étais parti marcher et que tu étais en pleine forme, bon, ben, qu'est-ce qui est le plus efficace pour la perte de poids au final? Donc, toujours à voir. Et il faut toujours se dire aussi, c'est que en déficit calorique, on réduit ses apports en calories, on réduit aussi la possibilité de trouver des aliments avec des micronutriments, c'est-à-dire que toutes ces calories, elles doivent être le plus optimales possible, selon moi. Donc, peut-être utiliser principalement des fruits, utiliser euh, voilà, ce genre de J'allais choses. dire, c'est vrai que j'allais dire, c'est vrai que le riz, c'est loin d'être l'aliment le plus optimal dans n'importe quelle circonstance. Je pense vraiment, c'est bon, c'est des calories vides, presque, il faut dire ce qui est, hein, ça n'apporte pas non plus des trucs incroyables le riz. Voilà, c'est plus des calories faciles quand on est en prise de masse que finalement quand on est en perte de poids ou qui Ouais, apporte très peu de choses, quoi. ouais, pour le riz blanc, c'est clair. Et puis pour le riz complet, si on le prépare bien, on va avoir un petit peu de minéraux, c'est clair. Mais est-ce que ça vaut la peine si dans l'ensemble, toute la diète est déjà comblée avec des minéraux issus des Bien sûr. fruits, issus du lait, issus de ce genre de trucs?
et sans poser de problème intestinal. Donc, c'est vraiment avoir dans la globalité. Ouais. Et puis, un critère qui est super important, c'est que le riz complet, en plus, c'est dégueulasse. Donc, Ouais, je trouve aussi personnellement. Et tu vois, on va toujours nous c'est dire, important. Mais le goût est important quand même, parce que, ouais, voilà, après, il y moi, a des personnes qui aiment probablement. Mais tu vois, on nous dit toujours, ouais, telle tribu mange du riz complet et en super santé. Mais en fait, tu peux trouver ça sur toutes les populations parce que y a pas, quand tu analyses une population, c'est pas simplement l'alimentation, c'est le stress, le sommeil, etc. Mais en dehors de ça, toutes les tribus qui consomment des céréales complètes les préparent. Prennent le temps de les préparer, ils prennent le temps de les faire germer parce qu'ils savent que s'ils consomment trop de céréales complètes, ils vont avoir des problèmes digestifs. exactement. Très, très juste ce que tu dis. Ok, maintenant, on va partir dans le psyllium. Voilà, c'est savoir qu'est-ce qu'on pense du psyllium, notamment en cas de constipation ou de diarrhée. Et moi, j'ajouterais même aussi, peut-être, pourquoi pas, l'effet aussi coupe-faim, parce que souvent, les personnes qui prennent du psyllium, c'est dans un but généralement de régime, mais, et d'autres pour peut-être régler des problèmes de constipation, de diarrhée. Voilà. Donc, les trois petits points, constipation, diarrhée et coupe-faim. Ouais, donc normalement, ce qu'on dit souvent, c'est que donc le psyllium, c'est une fibre soluble. Donc, les fibres solubles ont tendance, on peut regarder n'importe quoi sur Wikipédia, on dit que les fibres solubles ont tendance à ralentir plutôt que accélérer la digestion ou le transit intestinal. Mais de mon expérience, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que je t'ai parlé des gommes tout à l'heure où j'avais mal au ventre et puis la diarrhée. Donc, il doit y avoir des effets qui sont un petit peu dépendants de la fibre en elle-même, en dehors de cette classification soluble et insoluble. Et en dehors de ça, je pense vraiment que, comme je t'ai dit avec les gommes, euh, se gaver comme ça de fibres solubles, c'est certainement pas optimal pour le côté nourrir les bactéries, les endotoxines, etc. Donc, je vois beaucoup de personnes qui font ça en déficit calorique pour se remplir. Je pense vraiment que ce n'est pas la meilleure solution à faire. Ouais, je pense comme toi, et d'autant plus que pour l'avoir testé. Alors, c'est vrai que quand on a très très faim, on essaie de trouver n'importe quelle solution pour essayer de se remplir, mais du coup, est-ce que la méthodologie qu'on a appliquée dès le départ est la bonne? Ben, en fait, je pense pas, en fait. Tu sais, tu as déjà pas mal de fibres tu es en déficit calorique, tu vas maximiser tes aliments avec des légumes, des fruits, tu auras déjà pas mal de fibres. Si en plus tu vas rajouter au-dessus de ça du psyllium, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et d'ailleurs, moi, je vois que la plupart des gens qui en consomment ont des problèmes digestifs aussi. Donc, Ouais. Et concernant la constipation ou la diarrhée? je te dis, c'est un peu, en théorie, c'est censé plutôt freiner ton transit. Maintenant, je ne pense pas que ce soit noir ou blanc, parce que, comme je t'ai dit, les gommes, elles sont censées un petit peu ralentir le transit et puis elles me donner la diarrhée. Il doit y avoir un petit peu des effets qui sont interindividuels ou que ça doit vraiment dépendre de la fibre en elle-même. C'est-à-dire que peut-être que la gomme de goire aura peut-être un effet un petit peu différent d'une autre fibre soluble. Ok. Et du coup, quelles seraient les fibres à privilégier si les personnes ont un intestin fragile? Parce qu'on le voit souvent, hein, on le voit souvent. Il y a des gens, par exemple, s'ils mangent trop de légumes, par exemple, ils sont en vrac, quoi. Donc, c'est pareil, il y a eu la mode pendant un temps de manger absolument tous les légumes crus, de manger cru en permanence, hein, notamment les légumes. Et c'est vrai qu'il y en avait qui avaient l'estomac en vrac en permanence. Donc, quels seraient les types de fibres peut-être à privilégier pour ces Ok. personnes-là? Ce que je vais dire, c'est peut-être ralentir toutes les fibres. À un moment donné, si l'intestin est vraiment compromis, qu'il y a vraiment une irritation, probablement que ça peut être intéressant de ralentir toutes les fibres pendant un moment donné. Donc, je ne dis pas Et que réduire. Quand tu dis ouais, ralentir, c'est le réduire, en fait. ouais, réduire la consommation de fibres pendant le temps que sa muqueuse puisse se réparer. En fait, avec une bonne production d'énergie, c'est le lien qui va se faire entre l'énergie, la fonction et la structure. Donc, l'énergie va permettre une bonne fonction donc, dans tout le système digestif et la structure. Donc,
le fait que telle muqueuse se répare bien, etc. Donc, vraiment ralentir les fibres, avoir une approche globale pour maximiser sa production d'énergie. Et je pense vraiment qu'on peut avoir des résultats pas mal au niveau du système digestif compromis, au niveau d'un système digestif compromis. Ok, alors on a beaucoup parlé des fibres. Maintenant, on va parler un peu plus de notre intestin. Et on dit souvent que c'est notre deuxième cerveau, en fait. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors, c'est vrai qu'on produit beaucoup de neurotransmetteurs, je crois, au niveau de l'intestin, mais et aussi au niveau. On produit. Merde, aide-moi. On produit quoi au niveau de l'intestin? Des neurones. Sérotonine. Des neurones. Des neurones, Mais pardon. en fait, si tu veux, l'hypothèse de cet intestin, donc je pense qu'il y a carrément un livre par rapport à ça, je ne l'ai pas lu, mais je pense que l'hypothèse vient que, par exemple, la sérotonine est produite à 95% au niveau intestinal. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces mêmes personnes qui disent, voilà, il faut maximiser la production de sérotonine intestinale, disent, voilà, il faut faire attention à votre perméabilité intestinale parce que sinon, il y a des substances indésirables qui peuvent passer. Mais la sérotonine est liée un petit peu avec tous ces médiateurs de stress qui peuvent augmenter la perméabilité intestinale et permettre à la sérotonine de passer dans la circulation sanguine. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas aller trop dans les détails par rapport à la sérotonine parce qu'il y a l'article de Rémi Masson qu'on pourra mettre en description. Oui, on le mettra en bas. Mais je pense vraiment que ça part d'une mauvaise hypothèse qu'il faudrait absolument augmenter sa production de sérotonine. En fait, le problème, c'est que cette production de sérotonine qui augmenterait, elle peut avoir un effet bénéfique, pas bénéfique, mais elle est nécessaire à court terme parce que si tu veux, quand tu es empoisonné ou quelque chose comme ça, la production de sérotonine intestinale augmente tout à coup et tu as la diarrhée. Tu as la diarrhée ou tu vomis. C'est pour ça que dans les chimiothérapies, on donne des antisérotonergiques parce que ça diminue les vomissements. Donc, même quelqu'un qui a beaucoup d'irritation intestinale peut augmenter sa production de sérotonine et ça lui donnerait la diarrhée. Et le problématique par derrière tout ça, c'est les gens qui disent l'intestin est le deuxième cerveau, c'est voilà, il faut faire absolument passer cette sérotonine intestinale dans la circulation sanguine et puis au niveau du cerveau, etc. Et je pense que ça part vraiment d'une mauvaise hypothèse. Et pour ça, je renvoie vraiment vers l'article de Rémi Masson. En fait, quand on a un bon métabolisme, on est capable de dégrader cette sérotonine, donc via des enzymes, la monoaminoxydase, et puis l'évacuer par le foie et les poumons. Le problème, c'est quand le métabolisme est compromis, on a un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dégrader cette sérotonine et ça crée pas mal de problèmes. Ok, super. Dernière question. Après, Comment il y avait guérir? encore deux questions Bon? Non? qu'on m'a posées dernièrement et puis je Ah voulais y bon? répondre. Ah, ok, d'accord. Alors, comment guérir d'un SIBO? Alors, déjà, si tu peux dire ce que c'est un SIBO, S-I-B-O. Ouais. Déjà, savoir ce que c'est. En fait, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une prolifération bactérienne intestinale, mais qui se situe dans l'intestin grêle. Donc, en fait, les bactéries, en principe, doivent s'implanter dans le côlon. Et là, avec une digestion ralentie, elles s'implantent dans l'intestin grêle. Et ça pose tout un tas de problèmes. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu. Tu peux nous dire un Euh, peu les symptômes, c'est quoi, des gaz, des ballonnements? c'est principalement ce que ça cause, mais ça Parce peut que les aller beaucoup plus. bodybuilders ont beaucoup de problèmes. Les bodybuilders en général ont beaucoup de problèmes gazeux. Ouais, tu vois, ça peut être beaucoup plus large parce que, comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui est impliqué au niveau de problèmes neurologiques, etc. Donc, ça va beaucoup plus loin. Et il y a une étude de 2007 d'un expert au niveau de la thyroïde qui montrait que 55% des personnes diagnostiquées avec un SIBO étaient en hypothyroïdie. Ah, ok. Donc, en fait, c'est simple. Quand on a une digestion ralentie via l'hypothyroïdie, parce qu'en fait, euh, les muscles lisses sont dépendants de l'hormone thyroïdienne et du dioxyde de carbone. Donc, forcément, si on n'a pas une bonne fonction thyroïdienne, on va avoir un petit peu une digestion ralentie, à moins qu'on ait une grosse production de sérotonine qui nous fait avoir la diarrhée euh, ponctuellement. Mais généralement, c'est une digestion ralentie qui nous fait proliférer toutes ces bactéries. Et donc, l'idée, c'est… D'où aussi la raison
d'où une des raisons aussi qu'on privilégie plutôt une digestion facile, rapide. Digestion rapide et donc ça passe par manger des aliments très digestes, mais ça passe aussi par maximiser notre métabolisme pour maximiser notre production d'énergie, produire suffisamment de dioxyde de carbone pour euh, la contraction des muscles lisses, etc. Donc, c'est vraiment une approche globale. On donne dans le projet Ambroisie, on donne vraiment un chapitre qui est dédié au SIBO. D'ailleurs, on mettra le lien en dessous pour ceux qui Ouais, veulent y avoir accès. C'est vraiment un truc génial, le projet Ambroisie. Voilà, bon, c'est un abonnement, hein, mais alors c'est vraiment, enfin, on paye qu'une fois, mais c'est vraiment super. Franchement, tous ceux qui l'ont pris, cette formation, entre guillemets, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, formation. mais ouais, une genre de Ouais. formation, mais c'est vraiment incroyable. D'une, c'est pas cher, et de deux, ça répond à plein de problématiques de santé qu'on peut avoir au quotidien. C'est une mine d'or ce truc. J'en sais que tu en es le principal auteur avec Will, et c'est Ouais. vraiment génial, quoi. Ce truc, il est vraiment top. Donc, en fait, tu vois, Chris, c'est que parfois, une personne peut tout reprendre, essayer de bien euh, faire, essayer de tout faire pour augmenter son métabolisme, mais il y a parfois des problèmes qui se persistent. Ça peut être au niveau intestinal, ça peut être au niveau de la libido, ça peut être au niveau de la mémoire, et on essaye de répondre à ces petites problématiques via le projet Ambroisie. Donc, Oui, d'abord, il faut faire les choses de manière globale, et ça, je pense qu'on partage suffisamment de trucs sur les réseaux. Et puis, c'est vraiment les cas spécifiques dans le projet Ambroisie. ouais, super. Donc, tu avais deux autres questions, tu m'as Ouais, dit? donc il y avait une personne qui me demandait pourquoi le fameux jus d'orange sans la pulpe. Voilà. Et, et donc l'idée derrière le jus d'orange sans la pulpe, c'est qu'en fait la pulpe va contenir un petit peu de cellulose. Et c'est vrai que la cellulose est une fibre insoluble qui est moins susceptible de poser problème, mais en fait, on va prendre du jus d'orange généralement quand, si la personne prend du jus d'orange, c'est que généralement, elle a un gros apport calorique ou elle mange déjà suffisamment de fruits ou en dehors de tout ça, c'est que elle veut ne pas manger beaucoup de fibres parce qu'elle a un système digestif qui est parfois compromis. Donc, elle a diminué un petit peu la quantité de fruits et prendre du jus d'orange. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de dire le jus d'orange sur la pulpe. Maintenant, je pense vraiment que la pulpe ne pose pas de problème en soi si, dans l'ensemble, on fait globalement attention. Mais si quelqu'un a un gros apport calorique, qui consomme déjà pas mal de fibres issues de fruits et légumes et qui Ouais, on sent rajoute. qu'il y a déjà une certaine irritation, enlever la pulpe ne causera pas de problème non plus. Donc, Bien voilà. sûr. Et alors, la deuxième question, c'était une personne qui passait du riz complet au riz blanc et qui souffrait de constipation. Et ça, en fait, avec le riz complet, on va avoir un certain transit accéléré d'une façon mécanique. En fait, ça va accélérer le transit d'une façon mécanique. Et en plus, on peut avoir, avec l'irritation que ça peut causer, une augmentation de la sérotonine intestinale qui peut augmenter vachement le transit parce que, comme je t'ai dit, son rôle, c'est un petit peu de te causer une diarrhée au cas où tu serais empoisonné. Donc, si tu passes du riz complet au riz blanc, il se peut que tu sois constipé. Et pourquoi on est constipé? C'est que généralement, la production d'énergie n'est pas suffisante. Parce que, comme j'ai dit, tout ce qui est muscle lisse est dépendant de la production d'hormones thyroïdiennes et de dioxyde de carbone. Donc, on peut artificiellement accélérer sa digestion en mangeant des fibres, mais en fait, on cache quelque chose. Et donc, quand on diminue les fibres, on se dit, ah ben en fait, j'ai pas une si bonne digestion. Et on se dit, ah bon, ben, c'est parce que je consomme pas du riz complet. Ou on peut voir ça autrement, on se dit, ah ben en fait, le problème est ailleurs et je dois essayer de trouver des solutions pour accélérer un peu mon transit sans devoir consommer une quantité faramineuse de fibres. Ça, c'est un point super important, c'est quand tu dis que, en fait, ça cache en fait des choses. C'est ça qui est Ouais, génial. mais C'est c'est, mais on pense tout de suite que c'est la solution, mais non, en fait, c'est pas que c'est la solution, c'est qu'en fait, ça cache en fait un problème qu'il y avait derrière. Ça, c'est super intéressant. c'est un petit peu comme ça pour tout, c'est-à-dire que pour le cholestérol, on peut se dire, voilà, on peut cacher les choses avec des statines ou ce genre de choses, mais on arrête les statines, le cholestérol va remonter. Donc, on n'a pas réglé le problème.
Et c'est un peu la même chose pour les fibres. Ouais, tout à fait. Super. Donc, tu avais une autre question là ou tu as fait le tour? Non, j'ai plus Ok. de questions. Alors, on peut peut-être résumer un peu parce que pour les gens qui veulent avoir un côté vraiment pratique, Ouais. déjà, voilà, peut-être faciliter au maximum la digestion. Ça, c'est une chose qui est important à faire. Ne pas chercher absolument à avoir plus de fibres. Ça aussi, c'est un truc. Voilà, les aliments complets, ben, peut-être que c'est pas si nécessaire que ça. Moi, j'avais fait une vidéo aussi sur les antinutriments. Euh, Peut-être privilégier la carotte pour ceux qui la digèrent bien, crue. Mhm. Carotte, Alors oui, bon, la carotte, c'est intéressant et je pense que ça peut être plus intéressant en salade avec du vinaigre et de l'huile de coco parce qu'on a vraiment cette combinaison des trois choses qui va vraiment permettre une, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais détoxification des endotoxines. d'ailleurs entre parenthèses, moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je mange une salade de carottes, je vais généralement tout le temps aux toilettes. Et c'est Ouais. vrai que quand je passe plusieurs jours à pas en manger parce que je suis en déplacement, quoi que ce soit, c'est vrai que j'ai tendance à être plus être constipé, ce qui est marrant. Par contre, la salade de carottes, c'est généralement assez efficace. Quand je mange au moins un minimum une carotte par jour, c'est assez efficace. Donc, quoi, On ça peut, on peut peut-être parler du côté coupé en longueur. Oui, bah, bien sûr. Voilà, c'est important parce que certains rigolent. Donc en fait, je pense que le côté carotte coupée en longueur, c'est en fait cette histoire de carotte vient à la base du docteur Ray Peat. Et dans ses dires, il dit, bon, ben, la fibre de la carotte est super intéressante. Donc, pourquoi pas croquer dans une carotte? Ça Et régule, on répète quand même, ça régule les oestrogènes, ça limite les endotoxines. voilà. Je crois qu'il y a encore autre chose, c'est antibactérien, je crois. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment les carottes pour le coup crues, hein, parce que cuit, bah, ça perd un peu toutes ces vertus-là. Enfin, on a d'autres vertus avec, mais on perd surtout ces bienfaits-ci. C'est un truc qui est quand même assez important, quoi. Donc, il a dit, on peut croquer simplement dans une carotte ou on peut se faire une salade avec de l'huile de coco et du vinaigre. Et puis, toute cette communauté qui le suit a dit, bon, ben, tiens, on va faire un mix et on va couper la carotte en longueur, c'est-à-dire qu'on va garder un petit peu plus de fibres. Et en plus, on va mettre du vinaigre et de l'huile de coco. Comme ça, on aura vraiment le meilleur des deux mondes. Mais concrètement, je pense pas que ça a vraiment beaucoup d'importance et que ça a un petit peu, c'était un petit peu pour le côté communautaire et ce genre de truc. Peut-être qu'on garde un petit peu plus de fibres qui sont un petit peu plus épaisses, mais je pense qu'il ne faut pas être trop fanatique par rapport à ça. C'est-à-dire que manger une carotte, c'est bien. Après, Je reste plus de détails. moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse coupé en longueur. J'ai jamais mangé une carotte coupée en longueur. Donc, soit je la croque, je croque comme ça dedans, ou je la râpe tout simplement. Donc, Ok. Bon, super, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, j'espère en tout cas ça vous a plu. On va vous mettre tous les liens dessous, voilà, pour le projet Ambroisie, pour l'article de Julien Masson. Rémi Masson, Rémi Masson. Rémi, pardon. Rémi Masson, lapsus. Et voilà. Et puis n'hésitez pas encore à nous poser d'autres questions, hein. Voilà, et puis on vous dit à une prochaine. À bientôt, Chris. Salut Vassilis. N'oubliez pas de partager et de liker, s'il vous plaît.